de designers, puis de gens qui font de la recherche. Puis moi, mon point, c'est comme tout le monde est capable de faire ça. Ça prend juste quelques petits points à garder en tête. Puis va dehors, puis va tester tes affaires. Fait que c'est la recherche utilisateur au sens large, mais on peut... c'est ça. Parfait. Essaye de simplifier ça au maximum. Exact. Fait que, Parfait. vraiment aller chercher des... En tout cas, comment on pourrait résumer ça? Aller tester, rechercher, aller sur le terrain. Allez prendre un café. C'est ça. Donc, parfait. Fait que si t'es prête, ben on y va. Puis, à moins qu'il arrive quelque chose, comme l'autre fois, j'en ai fait un, puis j'ai eu une quinte de tout incroyable. Donc, ça, je vais le couper au montage, évidemment. Mais sinon, tu sais, c'est comme si on jasait, toi puis Rien, moi, ouais. puis c'est Parfait. assez casual. Parfait. Allez, Mao, hein? Je sais pas... Ouais, Astrid Alemao. Allez, Mao, OK, parfait. OK, parfait. Donc, bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Marketing Techno. Aujourd'hui, j'ai avec moi Astrid Alemao. Bonjour, Astrid. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Donc, Astrid, tu es stratège numérique chez Mirego. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec Mirego? Ça fait à peu près 5 mois. 5 mois, quand même assez récent. Puis avant, tu étais dans le même domaine, mais pour une autre entreprise? Oui, c'est ça. J'ai fait un parcours surtout en agence. Je suis passée chez Léonard un petit bout de temps. Puis j'ai fait une petite coupure de ça. Je suis allée dans une entreprise en technologie à Québec qui s'appelle Coveo. Puis j'avais vraiment le goût pour retourner en agence. C'est vraiment ça que je préfère, puis qui me fait le plus apprendre vraiment tous les jours. Fait que j'ai fait le choix de revenir en agence. Puis je suis vraiment bien chez Mirego. Il y a une bonne, comment dire, une bonne... Une bonne vibe, comme on dit en Ouais, français? ouais. Une bonne vibe, une bonne ambiance. Puis je me sens bien là. Donc, si tu peux résumer un petit peu les services que Mirego offre, ça serait comment tu les présenterais? Oui, avec Mirego, conçoit et développe des produits numériques, donc toutes sortes de produits, que ce soit un site web, une application mobile, une application TV. On a vraiment une grosse équipe de développement web et mobile ici à l'interne. Et puis en plus de ça, il y a une équipe de stratégie qui va prendre en fait la toutes les réflexions et tout le processus avant la production du produit. Puis moi, c'est dans cette équipe-là que je travaille. OK. Donc, t'es pas, des fois, on dit stratège numérique, quelqu'un qui va faire la stratégie de lancement ou de marketing d'un produit. Donc, toi, tu es plus avant que le produit sorte même. En fait, les deux. Je te dirais les deux, mais non, c'est sûr que c'est pas juste de l'acquisition, notre travail. On fait aussi justement toute la partie recherche utilisateur avant le lancement du produit pour s'assurer que toutes les fonctionnalités qu'on va faire le choix de développer dans le produit, elles répondent vraiment à un besoin, elles répondent vraiment à des attentes chez l'audience cible. Parfait. Donc, tu dis recherche utilisateur, c'est justement le sujet dont on va parler aujourd'hui. En fait, c'est vraiment le premier sujet que tu m'as proposé quand je t'ai dit, mais de quoi tu aurais envie de parler? Puis, moi, j'ai vraiment fait, ah oui, c'est tellement un sujet qui est central, important et escamoté vraiment à tous les coups, là. Je pense, n'importe quelle entreprise, n'importe quel client, on se lance dans un projet et on fait pas ce qu'on appelle, bon, dans le jargon, la recherche utilisateur, mais vraiment, on disait, c'est juste d'aller sur le terrain, parler avec les utilisateurs à qui est destiné notre produit. Exact. C'est quelque chose que j'ai remarqué un petit peu dans tous les endroits où je suis passée, c'est que la recherche utilisateur, c'est vraiment le morceau qu'on va soit complètement oublier de faire, soit qu'on va décider de ne pas faire, soit qu'on va regarder à externaliser puis on va se rendre compte que ça coûte trop cher. Mais j'ai l'impression que c'est plus par méconnaissance de à quel point c'est accessible et à quel point ça prend pas grand-chose de sortir dans la rue puis d'aller tester des concepts, d'aller tester des prototypes, d'aller juste parler à des gens. Et que j'ai comme envie que le monde se rende compte que c'est à la portée de tout le monde, qu'on soit designer, UX designer, qu'on soit stratège, qu'on soit PO, qu'on soit dans le marketing. C'est à la portée de tout le monde de faire ça. Parce que quand les gens pensent des fois à recherche utilisateur, ils s'imaginent une grande étude avec plein de données puis de l'analyse qui va se faire après ça. Mais la recherche utilisateur, vraiment, c'est juste d'aller parler avec les gens à qui on destine notre produit finalement. Exact. En fait, ça peut prendre plein de formes, mais vaut mieux
vaut mieux en faire un petit peu, même si c'est pas dans les règles de l'art, même si c'est pas 100% conforme, même si on n'a pas un échantillon 100% représentatif de la population, de notre audience, ben, vaut mieux commencer petit et le faire que pas le faire du tout, ou pire, le faire en se basant sur ses assumptions, le faire sur ce qu'on croit qu'on sait de son client. Je pense que ça, c'est le plus gros piège pour rater une stratégie marketing ou rater une stratégie de produit. Ça peut commencer assez simplement par... on parle beaucoup de persona, on parle de persona puis d'audience cible. C'est deux choses super importantes que ce soit en marketing ou en conception de produit. Mais souvent, le monde crée ce persona-là, fait créer cette personne fictive sur la base de connaissances qu'ils ont de leurs clients. Mais la première chose à faire, ce serait d'aller parler à ton staff qui est constamment avec tes clients, d'aller parler à tes vendeurs, d'aller parler à ton monde de support, puis de voir ce qu'eux, ils connaissent des freins, des challenges, des pain points de ton client. Puis même ça, des fois, alors que tu restes entre les quatre murs de ton entreprise, il y a certaines personnes qui ne le font pas, certaines entreprises qui ne le font pas. Puis le pas à faire qui est encore meilleur, à mon avis, c'est de prendre le téléphone, d'appeler ces gens-là, de les trouver, puis leur poser des questions. Des gens qui te connaissent, des gens qui ne te connaissent pas. Puis c'est à partir de là que tu commences à avoir des vrais bons insights. Puis des fois, ça prend 3-4 conversations. C'est bien d'aller jusqu'à 6 en général. C'est comme un nombre, une petite règle d'or, mais ça prend des fois très peu de temps et d'argent pour aller chercher des insights qui vont te générer une valeur bien, bien, bien plus grande. Donc, comme première information intéressante que tu as donnée, 3 à 6. Des fois, on se dit, si j'ai pas un échantillon représentatif, blablabla, mais en même temps, 3 ou 6, c'est encore mieux, mais ça va être mieux que rien du tout, finalement. Exact. Parce que sinon, on fonctionne sur des hypothèses qui sont pas testées, qu'on a développées entre quatre murs. Puis, je sais pas, moi, disons que j'ai fait mon baccalauréat il y a 20 ans en relations publiques, puis on parlait beaucoup dans ce temps-là de focus group. Mm-hmm. Puis on dirait qu'on s'est perdu un petit peu, peut-être parce que souvent les agences qui offraient de faire des focus group, justement, c'était dispendieux parce qu'on faisait venir des clients ou des clients potentiels, on les payait, on organisait des rencontres, puis c'était un peu complexe, là. Mais faire de la recherche utilisateur, ça peut être aussi simple que prendre le téléphone puis appeler 3 clients qu'on a eus ou 3 clients prospects potentiels qu'on a dans notre base de données, là. Absolument. Puis tu parles des focus group, c'est super intéressant. En effet, j'ai l'impression que ça s'est pas totalement perdu, mais c'est comme une activité qui est réservée aux grands groupes, aux grands groupes industriels, aux grands groupes agroalimentaires. C'est prendre 4 personnes, réunir 4 personnes ou 6 personnes dans une pièce pour les faire jaser, pour leur poser des questions, pour essayer de leur faire dire des choses, dire des choses qui vont aider le développement de ton produit. C'est facile. Tu n'as pas besoin de passer par une compagnie externe. Avant, ce qui coûtait cher, c'était le recrutement de ces gens-là. Maintenant, on a Facebook et on a la plus grande source pour trouver des personnes intéressantes pour des focus group ou pour des personas. C'est les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook avec des niches pour à peu près tout. Pour tous les sujets, ouais. Exact. Même si je vais chercher le profil le plus niché au monde, je vais en trouver, je vais partir dans les groupes Facebook, je vais en trouver. C'est sûr que ça prend souvent une récompense, un incentive. Tu fais venir des gens, tu leur fais passer du temps soit dans tes bureaux, soit tu vas les voir. Dans tous les cas, on essaye d'offrir une compensation, mais cette compensation, ça peut être $50 pour une heure, pour une demi-heure. En général, $50 pour une demi-heure, ça a du sens. Le monde est content de participer à peu importe ce à quoi tu veux le faire participer, que ce soit un test utilisateur, une entrevue ou un focus group. Ça peut être aussi cheap que $50 la demi-heure. Oui, puis même, il y a des clients qui vont donner si tu es des utilisateurs déjà de tes services, que tu sais qui aiment tes services, ça peut être un mois gratuit, ça peut être des choses qui finalement... Exact. Exactement, ça peut être des coupons, plein de choses. Ça. Donc, disons, OK, je me dis, bon, c'est pas fou ce qu'ils disent, ces deux filles-là, je vais aller faire une recherche utilisateur avec les moyens que j'ai. Est-ce que tu commences avec des clients que tu as déjà, donc des gens qui ont déjà acheté, ou tu vas avec des clients potentiels que tu veux rejoindre, ou tu essaies de faire un mix des deux? C'est quoi ton approche par rapport à ça? Ça va vraiment dépendre du besoin. J'ai pas de réponse, j'ai pas de règle d'or. C'est vrai que quand ton but c'est de faire de l'acquisition, quand
quand le but de ton produit, ça va être chercher des gens qui ne te connaissent pas, ben, essaye de tester tes assumptions puis de faire tes tests avec des gens qui ne te connaissent pas. Quand ton but, c'est de l'engagement, bah, essaye de plutôt aller chercher des gens qui te connaissent, mais qui se sont pas assez engagés avec toi. Ça va vraiment dépendre. Je dirais qu'un bon mix des deux, c'est toujours, ça te permet toujours de, de récupérer plus d'insights, mais ça va vraiment dépendre de ton objectif. Puis, quand tu pars, est-ce que toi, tu pars avec une liste définie de questions? Puis, est-ce que cette liste-là varie selon les projets ou c'est plus ouvert? Comment tu gères un peu cet aspect-là? Ça varie beaucoup. Déjà, je pars rarement toute seule. On essaye toujours d'être deux. Chez Mirego, on travaille avec des product owners pour chaque produit. Puis ces gens-là ont tellement de valeur à entendre directement de la bouche des utilisateurs ben, tout ce qu'ils peuvent nous dire. Donc souvent, on part un stratège avec un PO. Puis ça permet aussi de prendre des notes, d'avoir une personne qui est complètement focusée sur la conversation et une autre personne qui prend des notes. Et donc, le fait d'être complètement focusé sur la conversation, de ne pas avoir à écrire, à marquer des pauses, bah, ça permet de, oui, avoir une espèce de base de questions, mais de pouvoir rebondir et de pouvoir aller chercher la bonne information. Je pense que la première qualité d'une personne qui fait de la recherche utilisateur, c'est justement ça, c'est aller chercher les points de... C'est aussi ce que les gens font quand ils rencontrent des clients. Je pense que beaucoup de monde en business ont ces qualités-là, mais aller trouver dans la conversation le petit indice, celui qu'il faut creuser, puis rebondir là-dessus, poser la bonne question, puis l'écoute active. Essayer de surtout pas influencer les personnes quand elles te parlent, rester avec des questions quand même neutre, puis très ouverte pour laisser la place à la conversation. Donc, c'est pour ça que oui, j'ai toujours un script de questions de préparer, mais je m'en égare souvent. Ouais. Ce qui est correct aussi, il faut comme suivre où est-ce que la personne nous amène. Mais par contre, j'ai une liste de points à vérifier. Ça, c'est important. Peu importe par où je passe pour valider ces points. C'est important quand tu fais un test, surtout un test qui va être plus en début de produit où tu ne vas pas aller tester vraiment une interface, vraiment l'utilisation d'une interface, bah, c'est bien d'avoir un nombre limité de points à vérifier. Puis, tu sais, je pense que aussi c'est important si on veut garder l'aspect un peu discussion, que ça soit, tu sais, si on est trop rigide, qu'on a tout en cassant, envoie un questionnaire par la poste ou par... Exact, un sondage. C'est ça, si c'est ça que tu veux. C'est aussi une bonne manière de récupérer de l'insight des sondages. C'est un super bon moyen d'aller chercher de l'info. Mais le but de faire une conversation, c'est justement d'être un petit peu plus flexible. D'aller plus loin, c'est ça. Puis quand tu disais aller chercher les indices, tu sais, souvent, ça va être juste, tu poses une question, puis après ça, c'est poser des questions qui font un suivi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dites-moi en plus. Je suis pas certaine d'avoir compris. Donc, tu sais, de jouer un peu à l'inspecteur, là, Colombo, là, qui est un peu comme si tu n'as jamais un peu compris, puis tu veux en savoir plus. Et là, souvent, ça va être après la 3e ou 4e question de suivi que là, on va arriver vraiment à ce qui est intéressant, là. Les faire reformuler aussi. Les faire répéter d'une autre façon ce qu'ils ont dit. Des fois, tu t'enlèves ton propre biais à toi. Je l'ai compris comme ça parce que je pense que le monde va utiliser mon produit comme ça. Ça m'arrive à ma deuxième qualité qu'il faut pour faire ça, c'est être capable de s'éloigner de ses biais. Donc, faire reformuler les gens, c'est aussi une manière de s'assurer qu'on a bien compris. Puis c'est aussi un autre avantage. Tout à l'heure, je disais qu'on était deux. Bah, ça aussi, c'est important. C'est parce que on va pouvoir se challenger sur « Ah, moi, je l'ai compris comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. » Donc, des fois, mettre des points d'interrogation. Ça peut être intéressant d'enregistrer aussi, si on a la possibilité. Ouais. Comme ça, après, on peut revenir sur ce qu'on a. Je le fais souvent. C'est rare que j'ai le temps de les réécouter. Mais, au moins, tu l'as. Au moins, je l'ai. Puis des fois, quand on présente les résultats à notre client, on peut jouer le petit bout de conversation, tu sais, dans cette minute-là de conversation, il y avait énormément de valeur. On va juste lui jouer ce petit bout-là. Mais c'est sûr que oui, on enregistre les conversations. Puis dès lors qu'on montre une interface et que l'utilisateur a le contrôle sur une interface des maquettes, des prototypes, on va aussi enregistrer l'écran. Puis une fois que tu as fait quelques entrevues, c'est quoi que tu recherches? Est-ce que tu recherches des patterns qui reviennent entre les différents clients à qui tu as parlé? C'est comment tu peux tirer des conclusions après, une fois que tu as fait tes entrevues? Oui, on va rechercher des patterns. On va essayer d'avoir quand même dans nos discussions, surtout quand on va
quelque chose qu'on fait souvent, c'est aller tester des idées de fonctionnalités. Donc, quand on teste des idées de fonctionnalités, on essaye de donner une espèce de note, un grade. On ne demande pas à la personne sur une échelle de 1 à 5, mais selon ce qu'elle nous dit, on essaye de mettre un 1 à 5 nous-mêmes. Puis ça va nous permettre après de faire des classements. Il y a aussi une technique qu'on peut utiliser parfois, c'est que quand on va tester beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, à la fin, donc je montre une première fonctionnalité, t'en penses quoi? Je pose des questions, qu'est-ce que tu comprends, etc. J'en montre une deuxième, une troisième, une quatrième. J'ai des feedbacks à chaque fois. Puis à la fin, je les remonte toutes d'un coup. Et là, la personne va nous dire, OK, celle-là, c'était ma préférée. Puis s'il faut en skipper une, c'est celle-là. Donc là, parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'elles aiment tout. Donc là, on oblige le monde à faire un classement. À faire un choix. Ouais. On a la chance ici, on est plusieurs stratèges, puis on a tous un peu la même mentalité de toujours itérer nos processus. En fait, on fait tellement les choses sans vrai protocole, pas à la... Je dis, recherche utilisateur, là, il y a vraiment des règles puis des manières de faire ça. Nous, on essaye de faire ça plus selon notre besoin, selon le contexte, selon nos contraintes, etc. Mais toujours en itérant et en faisant toujours un petit peu mieux à chaque fois. Donc, cette idée-là de montrer toutes les fonctionnalités de notre produit, c'est un jour un de mes collègues qui est arrivé qui a dit « Oh, j'ai fait mon test utilisateur. À la fin, j'ai fait ça. J'ai trouvé que ça avait apporté énormément de valeur. On l'a mis en place dans nos processus. Puis maintenant, dès qu'on a besoin d'obtenir ce genre de feedback, on prend cette carte-là, cette technique-là, et on fait ça comme ça. » Oui, c'est bon. Moi, par exemple, quand je fais des entrevues avec des clients pour le positionnement, donc des fois, je vais parler à leurs clients puis je leur dis, s'il y avait un mot pour décrire cette entreprise-là, ce serait quoi? Donc là, on force un peu là, la réflexion à se préciser. Puis il y a certaines questions comme ça qu'on va dire, ah, celle-là, je vais toujours la poser dans ce contexte-là, puis ça va m'amener quelque chose d'intéressant. Exact. On commence à se construire un espèce de backlog de bonnes pratiques, puis des petites cartes qu'on va pouvoir utiliser en fonction des situations. Mais c'est sûr que plus on est de personnes à essayer des nouvelles choses, plus à la fin de la semaine, quand on fait notre bilan, on a des nouvelles choses à proposer à l'équipe. Puis c'est ça aussi que j'aime bien chez Mirego, c'est que les procédés ne sont pas rigides et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour tout le temps itérer et amener des nouvelles façons de faire. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. Les idées sont bien reçues. Puis, c'est un gros plus en stratégie, surtout quand il faut tout le temps s'adapter à un nouveau contexte, à des nouveaux clients. Il faut être agile. à des nouveaux environnements physiques aussi. Ça m'arrive de passer des journées chez un concessionnaire ou dans un magasin où on va voir les clients où ils sont. Ouais. C'est comme, OK, alors là, pour ce test-là, le problème, c'est que tu vas être debout et que tu n'auras pas de connexion Internet. Ah, OK. Ouais. Ou que tu as des gants, fait que tu peux pas utiliser un écran. Ou des fois, c'est des trucs que tu penses pas quand tu es en train de développer ton truc, mais ça va avoir vraiment un impact. Puis, quand vous arrivez à faire une proposition à un client et vous dites, bon, ben vous allez nous payer tant de temps pour faire de la recherche utilisateur, est-ce que les clients font comme, ben là, on va pas dépenser pour ça? Est-ce qu'il y a une réticence à ça encore? C'est étonnamment bien reçu. Je suis pas toujours dans cette discussion-là, mais c'est étonnamment bien reçu. Après, j'imagine que ça dépend des clients. Mais le fait que Mirego soit très bien perçu comme des concepteurs de produits numériques avec une bonne reconnaissance sur le marché, quand on amène des idées comme ça, on a la chance que nos clients embarquent. Puis, est-ce que c'est comme une étape critique? Est-ce que c'est une étape que vous ne laissez jamais tomber quand vous développez un produit? Ça dépend. Il n'y en a pas toujours besoin. Des fois, les clients l'ont fait de leur côté. OK. Non, c'est pas une case obligatoire à cocher. OK, parfait. Mais super important quand même. Ouais. Après, on essaye aussi d'amener la stratégie dans les phases d'itération des produits. Donc, des fois, il y a des clients qui commencent un produit avec nous, qui n'ont pas forcément fait de stratégie, puis on va aller les voir à la fin du projet. On va leur dire, aimerais-tu savoir comment ça va? Aimerais-tu savoir comment on peut améliorer ton produit? Puis là, on leur donne un petit peu la piqûre pour la strat. Bon. Super. Puis, ce serait quoi, si on termine, Astrid,
les erreurs à éviter, disons, on en a parlé un petit peu, mais quand on veut commencer à faire de la recherche puis parler à nos clients, ce serait quoi les erreurs, là? À part ne pas le faire du tout, ce serait une erreur. La plus grosse erreur, c'est ne pas le faire du tout. Et la deuxième grosse erreur, c'est penser qu'on sait. Si on commence à se lancer, les erreurs qu'on peut faire quand on décide vraiment de se lancer, bah c'est ça, avoir un biais. Avoir un biais ou ne pas voir le biais de négativité qui est souvent présent dans le comportement humain, le biais de négativité, voir, repérer le truc qui ne fonctionne pas dans une interface au complet, ou le fait que ce soit toujours les gens qui sont mécontents qui vont plus souvent donner du feedback, avoir ces choses-là en tête. Ou alors toi-même, quand tu parles à tes clients, les influencer. C'est toutes ces choses-là qui peuvent venir altérer la qualité de tes insights. C'est pas mal ça, à mon avis, les erreurs à éviter. Puis ne pas oser. C'est facile de se lancer. J'encourage tout le monde à le faire. Peu importe où sont vos clients, vous avez des moyens de les rejoindre. Ça peut être aussi, il y a beaucoup de compagnies qui fonctionnent encore beaucoup, qui vont beaucoup dans des trade shows, dans des événements, tout ça. C'est facile d'offrir un lunch à 4-5 personnes dans un événement, puis d'aller les parler. On a la chance de réunir des experts autour d'une table ou des peu importe, des clients, des gens qui sont importants pour votre compagnie. Puis des fois, il suffit d'un dîner pour de les inviter à dîner pour obtenir de la bonne information. Et je dirais ne pas le faire, ne pas oser le faire, et altérer ses insights avec son propre biais Avec son jugement. ou laisser le biais de ses clients. Ouais, c'est ça. Ce serait pas mal ça, les grosses erreurs à éviter, je dirais. C'est bon, super. Puis, étonnamment, tu dis les gens n'osent pas, mais étonnamment, les clients sont généralement contents quand tu les appelles et tu dis je t'appelle pas pour te pitcher quelque chose, là. Je veux vraiment juste jaser, puis avoir ton input, puis avoir ton opinion. Je me suis jamais fait dire, tu sais, des fois les gens manquent de temps, mais une fois qu'on commence, les gens, ils sont contents de parler, en fait, ils sont contents que quelqu'un s'intéresse à c'est quoi leur opinion. Ouais, les gens sont extrêmement généreux de leur temps. Ouais. Extrêmement généreux de leur temps. Quand on leur pose les bonnes questions, ils sont toujours heureux d'être entendus. Je suis très d'accord avec toi. Bon, ben, hey, super, merci pour ton temps à toi, Astrid. Merci à toi, je suis super contente que tu m'aies invitée. Oui, puis si les gens veulent en savoir plus sur Mirego, évidemment, vous avez un site web, mais tu es sur LinkedIn aussi, donc je mettrai un lien vers ton profil si les gens veulent te poser des questions. Puis j'espère que tout le monde va avoir eu là, au moins l'inspiration pour se dire quelles questions je pourrais aller poser à mes clients là, dans les semaines à venir. Exact. Puis s'il y a du monde qui n'ose pas se lancer, venez m'en parler, venez me poser des questions. Moi aussi, je suis généreuse de mon temps pour guider le monde dans ce genre de nouvelles activités. Puis ça me fera plaisir d'aider les personnes qui en ont besoin. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Astrid. Merci à toi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Est-ce que je raccroche tout de suite ou non? Je vais te dire salut avant. Je vais te dire un vrai salut. Bon, est-ce que tu trouves que ça s'est bien passé?